vous laisserai, si vous avez des questions, bien entendu, me permettre d'entrer dans le contenu et le concret. Alors, donc c'est un programme dont l'objectif est de rassembler les avancées en neurosciences qui sont largement consensuelles parmi les neuroscientifiques et de voir si par hasard il n'y aurait pas des ponts avec le quotidien de la classe. Et ceci, que l'on soit enseignant, que l'on soit élève ou que l'on soit parent d'élève. Souvent, on dit des enseignants, à juste titre, et des élèves, que ce sont eux aussi des spécialistes du cerveau, car ils agissent directement sur le cerveau par la partie enseignante, et bien entendu, les élèves ne font que ça, mais de manière totalement empirique. Il n'y avait pour l'instant aucune base théorique suffisamment étayée et fiable pour savoir pourquoi quelque chose qui marchait, marchait, et pourquoi quelque chose qui ne marchait pas. Simplement, quand on est enseignant, on sait très bien que quelque chose qui ne marche pas, on ne le fera plus. Voilà. Et quelque chose qui marche, je veux bien le refaire. Je ne sais toujours pas pourquoi, mais je veux bien le refaire. Alors, les neuroscientifiques s'accordent volontiers sur une phrase que j'ai essayé d'intégrer pleinement au programme NeuroSup. La phrase est la suivante, c'est que comme nous en sommes au balbutiement de la neuroéducation, rien de ce que la science peut trouver actuellement n'est prescriptif de quoi que ce soit. Mais par contre, la deuxième partie de la phrase est très intéressante, ignorer ce que nous savons déjà serait une erreur. Déjà. Donc pour en revenir à ce que disait M. Biello avec un petit clin d'œil que je partage très volontiers, c'est vrai que l'inspection générale a un petit peu, comment dire, un petit peu de crainte voilà, envers ces avancées neuroscientifiques qui ne les attendent pas. Alors que vous trouverez beaucoup plus de neuroscientifiques prudents et ne voulant pas faire du charlatanisme ou de l'argent avec ce qu'ils trouvent, que chez d'autres personnes qui disent craindre la dérive des neurosciences. Alors, dans le programme NeuroSup, on focalise, donc je focalise sur les deux big data des recherches en neurosciences, que sont la mémoire et l'attention. Ce sont ces deux domaines sur lesquels il y a eu le plus d'avancées ces dernières années. Monsieur Sach, on est vraiment l'un des représentants les plus charismatiques, vous le faites très très bien. Et donc, l'idée, c'était de se dire, bon, ben, puisque maintenant on est assez d'accord pour se dire, on a quand même pas mal de données là, on pourrait peut-être quand même essayer de voir si sur le terrain il y a des stratégies à mener. Et bien l'idée c'était de voir effectivement s'il y avait des stratégies pour limiter notamment l'effacement de données par le cerveau que l'on aimerait souhaiter, parce que l'effacement c'est quelque chose de tout à fait normal par le cerveau, et ça c'est déjà une connaissance qui déconcerte le moindre élève, de savoir que le cerveau passe autant de temps à effacer des données qu'à les enregistrer. Tout élève, voire de nombreux adultes, pensent que le cerveau est à l'instar d'un disque dur, une machine à enregistrer, et qu'on ne pourrait pas supprimer une donnée sans le désirer. Mais le cerveau, il n'a pas besoin de votre autorisation pour effacer des données qu'il juge inutiles. C'est un excellent gestionnaire de l'espace utile, même si parfois il peut se tromper. Et puis la deuxième stratégie, c'est donc alléger la tâche du cerveau. Donc là encore, il n'est pas question de dire il y a de bonnes et de mauvaises méthodes. L'idée, c'est de se dire le cerveau, c'est un paresseux de service. Il préfère réfléchir très très vite. Et comme le disait M. Liedot, on est tout à fait dans le prolongement de l'évolution. Hein. L'objectif, quand vous voyez un tigre foncer sur vous, ce n'est pas de vous dire d'abord, mais que me veut-il?
peut-être essaye-t-il de rentrer en contact amical avec moi. Non. D'abord, vous fuyez, et après, si vous avez du temps et de l'énergie, vous vous poserez cette question. Pareil, de la même manière, si vous vous promenez dans la forêt et que vous voyez quelque chose bouger, et bien dans un premier temps, vous faites un pas en arrière, et puis après, vous regardez si c'est un serpent ou si c'est un écureuil. Donc, on préfère penser très très vite, de manière à éviter le danger, quitte à avoir tort une fois de temps en temps. Parce que avoir raison tout le temps, eh bien non seulement ce serait excessivement consommateur en énergie, mais en plus, cela donnerait un fonctionnement, une vitesse de fonctionnement du cerveau qui serait beaucoup trop lente, et en particulier pour la survie. Enfin, je finirai donc en vous disant que Neurosup est né il y a 6-7 ans, que pour ceux qui aiment les chiffres, cela touche les élèves du primaire au poste bac, que l'on en est à 600 classes en France, 150 établissements, et que désormais l'étranger est également demandeur, avec l'année prochaine les lycées de Rome, du Caire, de Lisbonne, et puis un autre dont je n'ai pas encore le droit de dire le nom, puisque tout n'est pas encore bouclé. Voilà, je crois avoir été dans les temps, et donc je me permets de passer le micro à Nathalie d'abord. Merci. Merci beaucoup. Peut-être on peut préciser que ces formations, c'est vous-même qui les faites une fois par... voilà, chaque semaine, je crois que vous prenez, vous visitez toute la France et donc plus pour parler de tout ça avec vos collègues enseignants, qui eux en parlent moins avec l'enseignant, c'est ça? Absolument. C'est-à-dire, donc, je suis enseignant à plein temps, c'est-à-dire donc, je fais tout sur mon temps libre. Donc, que ce soit pendant mes vacances ou que ce soit le lundi, qui est classiquement, on a tous, quand on est enseignant, dans notre emploi du temps, la possibilité d'avoir l'équivalent d'une journée de repos dans la semaine, grâce à quelques petites conversations simplement avec le chef d'établissement. Donc moi, c'est le lundi. Et donc, chaque lundi, je vais dans des académies de France, qui ne sont pas la mienne, mais où je peux faire l'aller-retour, pour former les profs ou informer les profs si on a peur du mot formation, des dernières avancées en neurosciences. Et quand je suis obligé de revenir dans mon établissement d'origine pour enseigner à mes propres élèves dès le lendemain matin, eh bien je leur laisse un DVD que j'ai créé, que j'ai déposé, et qui leur permet de faire l'équivalent de ce que je leur ai proposé, via donc un diaporama interactif qui vise à faire des petits tests aux élèves, à alterner le ludique et le scientifique, pour qu'ils puissent eux-mêmes devenir, les enseignants, des vecteurs de ce qu'ils auront vu pendant une journée. Puisque traditionnellement, dans notre métier, et je ne doute pas que ce soit le cas dans la plupart des métiers, quand vous sortez d'une journée de formation, eh bien, vous avez compris beaucoup de choses, vous avez été intéressé par beaucoup de choses, mais 3, 4 jours après, voire une semaine après, peut-être qu'il ne vous reste pas autant de choses que cela. Voilà. Donc tout se fait effectivement entièrement sur mon temps libre. C'est d'ailleurs pour cela que l'Éducation nationale me laisse faire. Merci beaucoup. Merci. Donc je passe la parole au professeur Francis Eustache sur le mémoire et puis aussi sur ces enfants avec des difficultés de mémoire que les neurosciences peuvent aider dans l'apprentissage. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation et bonsoir à toutes et à tous. J'ai beaucoup apprécié, je veux dire, les deux premières interventions. Mon intervention un petit peu générale, donne le cadre d'un scientifique qui réfléchit, qui propose des idées, et puis une attitude aussi scientifique par rapport à une situation quand même très très importante, et ce sont ces enfants qui apprennent dans un monde complexe, un monde en plein bouleversement,
Et donc, le scientifique, il se doit de répondre avec ses méthodes, avec ses outils, avec cette méthode hypothético-déductive. Donc, moi, j'adhère complètement à ce qui a été présenté dans l'exposé introductif. Je suis très content aussi qu'il y ait cette réponse d'un enseignant. Et je pense que c'est ça ce que je voulais dire par attitude. L'attitude du neuroscientifique, évidemment, éminemment neuro-amicale, c'est de dialoguer avec des enseignants, avec des parents. C'est pas d'imposer une forme, une loi ou des préceptes comme ça. C'est vraiment de trouver un endroit pour dialoguer. Et je pense que le bénéfice, il est là.